L'exploitation avait disparu. C'était l'époque des Trente Glorieuses, c'était l'époque de Mitterrand, voire même l'époque d'Hollande. La vie était belle. Et l'exploitation revient à cause du capitalisme totalitaire. Non, je raconte des conneries, j'essaie de me la jouer un peu lourdon. On va parler aujourd'hui d'une vidéo sur l'exploitation dans les centres logistiques type Amazon et compagnie. Et on va en parler avec Chris qui est expert en centre logistique et donc il va pouvoir un peu nous parler de tout ça. Vous allez voir, la vidéo est assez incroyable avec le témoignage sous pression d'un travailleur justement en cours d'exploitation. Pour revenir là-dessus, je vous invite aussi, quand vous aurez terminé cette vidéo, à aller voir nos chroniques de l'exploitation et nos voix de l'exploitation qui sont sur la chaîne de Position en Vue, où justement il y a des travailleurs qui peuvent parler de l'exploitation qu'ils ont subie. Cette fois-ci, ils n'ont pas le pistolet sur la tempe quand ils en parlent, donc c'est aussi intéressant. Mais c'était une parenthèse. On va démarrer. Chris, comment ça va? Ça va. Je dirais qu'ils n'ont pas le pistolet sur la tempe dans les chroniques, ils ont le pistolet dans la main. Et ils écrivent comme ça, et c'est très bien. Ça va bien, c'est intéressant les entrepôts logistiques parce qu'on est au cœur de. Il y a des gens qui pensent que c'est une transformation, tu sais, de la production. En fait, c'est absolument pas une transformation. Le commerce est même né d'abord presque du transport de marchandises et de l'échange de marchandises, bien plus que de sa production, qui était initialement féodale et tout. Mais là, on revient justement à, on va le voir, à une surexploitation au centre impérialiste, là, parce que là, on va voir quelque chose en France, quelque chose qui va s'intensifier à cause de la crise d'accumulation du capital, c'est-à-dire l'incapacité de développer les forces productives et donc l'incapacité de faire de la croissance organique, l'incapacité voilà, de produire de la plus-value. Et donc, on va voir la violence absolue qui se retrouve au sein des entreprises capitalistes du centre. Là où il y a le plus de violence, là où il y a le plus d'exploitation, c'est les entrepôts logistique, il y en a d'autres, hein, les rares industries qui restent, enfin il en reste encore beaucoup, mais les industries qui restent au centre aussi commencent à être surexploitées, et notamment au niveau le plus bas, au niveau opérateur, etc., là où il y a des choses très mécaniques, des tâches très, on va le voir, c'est fondamental dans le capitalisme, très régulières, rationalisables, objectivables, valorisables. C'est là où on va voir la violence qui s'abat, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que en fait, ça a un rapport au fait que la bourgeoisie, c'est avant tout le règne du mobilier sur l'immobilier. Mm. Et c'est-à-dire que c'est vrai que sous la féodalité, ce qui compte le plus pour la production, c'est l'immobilier, c'est-à-dire pas au sens d'avoir des bâtiments, mais au sens d'avoir des terres et des choses comme ça, parce qu'on produit surtout dans des terres. On a une production qui est surtout une production de bouffe en réalité. Ça. Il y a aussi de la production d'outils, des choses comme ça, mais qui sont relativement archaïques. Et avec le développement des marchands, on va avoir des gens qui vont accumuler des biens mobiliers, c'est-à-dire des biens qui ne seront pas des terres, des bâtiments, des choses comme ça, mais qui vont être, par exemple, des biens manufacturés ou des épices, enfin des biens qui vont passer d'un endroit à un autre. Et donc, cette prédominance du mobilier va donner par la suite une puissance à la bourgeoisie, parce que ça va être elle qui va être détentrice des machines qui vont permettre, avec le développement technologique, de gagner en productivité. Donc après, il va y avoir un renversement, alors que la bourgeoisie n'était pas une classe qui produisait, en devenant la détentrice de tout ce qui est mobilier, on va dire. Parce qu'à la limite, c'est ça qui compte le plus. Hein. Il y a plein de capitalistes qui louent des bâtiments, mais qui mettent leurs machines, qui installent leur entreprise. Donc c'est pas forcément les terres qui sont importantes. Ils vont devenir détenteurs des moyens de production, quoi. Et c'est vraiment le propre de cette classe qui va se développer pendant des siècles jusqu'à arriver aujourd'hui, quoi. C'est exactement ça. Au départ, on a comme tu dis, une production qui est concentrée dans les seigneuries féodales où la principale préoccupation, et ça c'est un matérialisme un peu vulgaire mais utile, hein, je rappelle que Engels, tu sais, dans l'hommage posthume à Marx en parle, c'est d'abord d'avoir compris que les humains sont orientés par leurs besoins fondamentaux, manger, voilà, se vêtir et tout. Orientés donc vers une production d'autosuffisance dans les seigneuries, produire à manger. Produire aussi, comme tu dis, les outils qui vont permettre de produire à manger. Tu vois, c'est au Mais c'est départ les des outils. outils qui sont presque immobiliers, parce que C'est ça, ils c'est des sont outils attachés collectifs. à. Exactement. Par exemple, vous prenez, vous faites je sais pas, un truc au four. Eh ben, à l'époque, les gens, ils ont des fours à pain, des trucs qui sont énormes, où ils produisent pour plusieurs. Ils ont des meules. Une meule, Mm. c'est un outil qui est collectif, c'est pas un outil qui est mobilier en tant que tel. En tout cas, il n'est pas déplaçable, Le ou moins à lavoir, l'époque. tu vois, Et tout donc tout ça. ça, tout ce qui est production qui pourrait être vu comme étant du mobilier, en fait, ça n'en est pas à l'époque. Et c'est vraiment rattaché à la terre. Et toute la dynamique de la marchandise, ça va être la dynamique du mouvement, ça va être la dynamique de passer d'un point A à un point B.
Et cet accaparement des marchandises par une certaine classe qui va former la bourgeoisie va leur donner du poids quand ça va devenir des moyens de production qui sont parfois transportables d'un endroit à un autre et qui va du coup même créer de l'exode. C'est-à-dire que la marchandise va être transportable, les moyens de production vont être transportables et au final, ça va être les gens qui vont devoir se déplacer, être extraits des endroits où ils vivaient parfois depuis des générations et des générations dans des seigneuries féodales très très stables, on va dire, et très rattachées à une terre, quoi. C'est fondamental, effectivement, et c'est là où d'ailleurs des gens vont un peu rien comprendre à la production. Tu sais, des gens qui pensent que la production, c'est des choses concrètes, des matériels. Non, c'est déjà le capitalisme, il naît justement avec des marchands qui sont presque d'abord fournisseurs du service. Tu sais, le service de mettre sur le marché, c'est-à-dire de, comme tu l'as dit, de transporter, de vendre des marchandises que eux-mêmes n'ont pas produites, pour lesquelles ils vont recevoir de l'argent. Et tout ça, ça va être fondamental. Pourquoi? Parce que l'argent va commencer à circuler aussi bien que les marchandises. Pourquoi? Parce que quand vous avez directement ce que vous produisez, bah, vous n'avez pas besoin de médiation par l'argent. Mais quand vous êtes obligé d'aller de ce point-là à un point où il y a le marché, vous êtes bien obligé de transporter de la valeur sur vous que vous allez devoir transformer en valeur concrète, valeur d'usage. Et bien, toute cette circulation des marchandises, c'est-à-dire cette production à un endroit, cette vente à un autre, c'est-à-dire cette circulation-là, nécessite aussi la monnaie pour que bah, les gens qui consomment puissent circuler avec de la valeur sur eux avant qu'elle soit transformée en valeur d'usage. Et là, on a l'embryon du capitalisme qui se crée, comme tu dis. Et puis d'abord, le marchand va faire de l'argent en mettant sur le marché, en offrant ce service. Il va faire de la plus-value comme ça par la circulation. Et puis après, il va comprendre que produire plus, et ça va être le fondement, produire plus en ayant des machines, en ayant des usines, c'est là que en fait la valeur, le laboratoire se fabrique beaucoup plus, quoi, plutôt que de prendre une rente, plutôt que de prendre un denier sur la circulation. C'est la production elle-même de marchandises, ce que Marc appelle le cycle de marchandises. Et dans le cycle, il n'y a pas simplement le fait de faire circuler quelque chose, il faut en produire et en reproduire le plus vite possible par rapport à ses concurrents. C'est là qu'on rentre dans le capitalisme industriel et celui qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Et donc Ouais. là, Et à terme, il y a même une production de la force de travail par la bourgeoisie, à travers l'école, à travers pour la produire comme elle a envie de la voir, même si c'est pas non plus. Il y a ah une bah, dynamique là-dedans. Il y a aussi un combat pour l'école. Enfin, c'est toujours un peu dialectique tout ça, mais il y a aussi une, une une nécessité normalisation. bourgeoise, voilà, de normaliser les travailleurs pour qu'ils puissent à un moment donné s'insérer sur le marché du travail et être loués et être utiles. On a fait un super entretien là-dessus avec une sociologue qui s'appelle Fabienne Michel Montmasson, justement sur le 19e siècle et la fabrication de l'enfance, de l'école. Quelque chose qui est fondamental, que peu de gens comprennent, c'est aussi que l'école a été nécessaire justement pour fabriquer cette force de travail, c'est-à-dire pour former les gens à des métiers que leurs parents ne faisaient pas. Tu sais, tu parlais tout à l'heure de l'immobilier, le fait d'être attaché à quelque chose, c'est aussi que ce que tes parents faisaient, tu le refaisais, donc tu n'avais pas besoin d'une médiation de l'école pour t'apprendre un métier, tu vois, et donc cette normalisation-là, et ce que tu dis là, c'est fondamental. L'école a inventé les femmes, la reproduction, c'est-à-dire domestique, et a inventé une nouvelle forme de division et de légitimation du travail, c'est-à-dire de faire en sorte que des enfants de tel endroit, de telles pratiques fassent différemment de leurs parents. Et pour ça, il fallait une médiation sociale qui leur apprenne des métiers, qui les normalise à les exercer avec la discipline qui va avec. Et ça, c'est assez important dans la transformation capitaliste, quoi. C'est marrant parce qu'en plus ça donne d'un autre côté la formation de la personnalité individuelle et même le stade de l'adolescence où souvent les gens vont s'opposer à leurs parents et faire différemment. Aujourd'hui, c'est rare d'avoir quelqu'un qui veut faire pareil que ses parents parce que c'est presque un petit peu, pas humiliant, tu vois, mais Archaïque. ça peut être un peu vu comme étant archaïque. Voilà. Tu as envie de faire un truc un peu différent de tes parents aussi en disant, ah bah non, mais lui, c'est un métier que j'aime pas parce que mon père le faisait, tu vois, ou parce que ma mère le faisait, tu vois. Et il n'y a que les métiers bourgeois, comment dire, ou survalorisés par le capital, dont on est fier de faire pareil. Tu vois, c'est Oui, polytechnicien, médecin. exact. Ouais, ou tu sais, acteur, footballeur, voilà. Ouais, enfin, footballeur, souvent ça donne pas des. Non, en général, c'est pas. On connaît pas beaucoup de footballeurs qui ont été meilleurs. Si, Maldini peut-être. Paolo Maldini a été meilleur que. Pourtant, son père était un grand footballeur. Voilà, mais c'est rare. J'ai l'impression que c'est peut-être plus le cas dans le basket, même si bon, le fils Jordan n'est pas incroyable, mais aussi parce que le basket, faut quand même le dire, c'est peut-être quelque chose qui est plus génétique que le foot, tu vois. Dans le sens où si tu fais 2m12 et qu'on t'a mis un ballon entre les mains dès que t'avais 4 ans, même si t'es pas le plus grand génie du shoot, en général, tu peux t'en sortir pour jouer à un niveau pro, quoi. Ce qui est moins le cas au foot quand même, où t'as peut-être plus une part. Enfin, c'est peut-être plus multicausal, je veux dire, c'est pas le corps qui fait que tu domines forcément au football, tu vois. Alors qu'au basket, un peu plus quand même.
Ah, t'as raison, je pense que le basket est un sport semi-individuel où effectivement l'intensité du corps, même tu vois, les postes sont hyper normalisants en termes corporels, tu vois. Mm. T'as des basketteurs qui ont transcendé leur poste, mais c'est très rare, tu vois. Wembayama fait ça, tu vois, des fois on dirait que c'est un arrière, alors que le mec il est pas taillé pour ça, mais c'est très rare, tu vois, c'est très normalisant, c'est un sport un peu semi-individuel où l'individu est fondamental. Le foot est extrêmement collectif. On dérive, on fera une capsule sur le sport, ça pourrait être intéressant. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant qu'on fasse cette capsule. Puis là, c'est une capsule un peu longue là, du samedi. Et c'est ça qu'il faut bien avoir pour ceux qui veulent faire un peu de marxisme. On va faire du marxisme approfondi là. Vous voyez, ce qu'on essaye de faire, c'est de montrer la permanence et la rupture. Et quand on est dialecticien, c'est ce qu'on essaye de voir à chaque fois. C'est-à-dire de là où des gens vont voir des pures ruptures en disant ah bah non, ça n'a rien à voir avec le capitalisme du 19e siècle. Nous, on va dire bah voyez, il y a une permanence de l'exploitation dans la rationalisation des tâches. On va voir plus concrètement ensuite. Et puis après, les gens vont dire ah ben non, mais c'est exactement pareil qu'au 19e siècle. Non, ce n'est pas pareil parce qu'il y a eu une intégration du salariat, une extension par rapport avant aux autres classes, comme tu disais, paysannes. Voilà. Donc il faut toujours faire cet équilibre dialectique entre rupture et permanence quand on fait l'analyse concrète de la situation concrète. Voilà. Bon, allez, on est parti. Il passe 7 heures, un casque vissé sur les oreilles. Un bravo. Un box alpha. Une commande vocale le mène à la baguette, par des codes qu'il répète pour confirmer les ordres. En fait, ce que je trouve ouf dans ce truc-là, c'est que c'est fou que ce soit pas des robots qui fassent ça. Ouais. C'est l'impression que tout est informatisé, mais à la fin, il faut qu'il y ait un mec qu'un robot contrôle. Il faut que le gars, en plus, il répète les consignes pour bien montrer au robot qu'il a compris. Et il fait juste un geste de je prends un carton et je le mets quelque part, tu vois. C'est étonnant hein, que ce soit pas robotisé. Ah Ça non, coûte mais sûrement plus cher à robotiser, hein. C'est la seule question, je pense, aujourd'hui. Hein. tu mets le doigt sur un truc fondamental. Les gens ils ont l'impression que la robotisation est la transformation d'un travail humain en robot. En fait, ce qu'a fait d'abord le capital, c'est qu'il a d'abord transformé les humains et les individus en robots. D'abord, il sépare les tâches de la totalité, il divise, je sais pas, la production d'une chaise, par exemple, tu vois, en séquences, tu vois, qu'il va rationaliser, derrière lequel il va, ça c'est toute l'histoire du taylorisme, etc., tu vois, et de Ford et tout, tu vois, derrière lequel il va automatiser et répéter la tâche, voilà, parce que en fait, ça lui permet une chose intéressante, c'est de mesurer et de, comme vous dites vous les médecins, coter la tâche, quoi. C'est-à-dire lui mettre une valeur en face en disant bah, cette tâche-là, elle doit être payée 10 euros pour que ce soit rentable à la fin. Voilà. Et donc il va faire ça. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il mécanise, il réduit, mais c'est ça, hein, il achète de la force de travail abstraite. Parce que c'est ça que fait un capitaliste, il n'achète pas de la force de travail concrète, il n'achète pas des menuisiers, il achète des gens capables de mettre un barreau dans un trou, tu vois, c'est quelque chose d'abstrait. Ça faut peut-être Et que donc- les gens, enfin, il y a plein de gens qui comprendront, mais peut-être plein de gens qui comprendront pas Vas-y. quand tu dis abstrait, c'est pas du travail réel qu'il achète. C'est ça. Il a besoin d'une moyenne de travail socialement Déterminé, constante, quoi, enfin ouais, déterminée, voilà, qui dit que bah, n'importe quel pélo, en moyenne, en 15 minutes, il va faire la chaise, C'est par ça. exemple, à partir de tel type de trucs très simples que n'importe qui sait faire, quoi, ou Voilà. quasiment. Et donc du coup, ça lui permet non pas de se dire ah bah je vais prendre de la force de travail de X individu qui peut, par sa propre pensée, faire la chaise en 45 minutes alors qu'un autre le fait en 2 heures, mais ça lui permet de penser la force de travail comme un truc presque neutre et constant. Et donc ça permet aussi de casser aussi la force des travailleurs, parce que tu peux le remplacer en fait le travailleur par n'importe quel autre travailleur à n'importe C'est quel ça. moment, et d'utiliser le travail comme un ingrédient, quoi. Qu'on dise bien, quand on dit abstrait, ça veut pas dire que ça n'existe pas et que c'est de l'imagination. Abstrait, ça veut dire que c'est tellement général que ça va s'étendre à tout le monde. Et c'est ce que essaye d'acheter le capitaliste, la force de travail, c'est-à-dire quelque chose dont 99... C'est pour ça d'ailleurs que c'est validiste, hein, le capitaliste. Parce que comme tu achètes une certaine force de travail que tu normalises, bah, à la fin, quand tu veux la surexploiter, au départ, c'est, tu sais, bouger le bras pour tout le monde. Bon, alors, tu exclus des gens qui n'ont pas de bras ou qui peuvent pas du tout bouger les bras. C'est marginal. Puis après, tu vas normaliser pour rationaliser, augmenter les cadences. Et puis, tu vas garder que les gens qui bougent vite les bras, tu vois. Donc, ça crée, tu vois. Mais en tout cas, tu achètes un truc abstrait qui est bouger le bras, indépendamment de la force, indépendamment si c'est un homme, une femme, indépendamment, tu vois ce que je dis, si t'es noir ou blanc, tu vois, c'est ça que t'achètes. Et qui ne sert à rien. Je veux dire, si tu vous dites à des gens, moi j'ai la capacité de bouger les bras, bah, vous vous différenciez pas de 90% de l'humanité, vous voyez, c'est abstrait.
Et donc, il va acheter ça pour ensuite la concrétiser dans une tâche très spécifique, rationalisable et cotable. Et Bien, donc, c'est ce qui fait, c'est intéressant quand tu as dit indépendamment qu'il soit noir ou blanc, c'est ce qui fait qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le racisme en fait. C'est-à-dire que, tu sais, ils te disent oui, mais en fait, ils pouvaient prendre n'importe qui, ils auraient pu prendre un blanc à la place d'un noir. Oui, mais s'il y a que des noirs qui se retrouvent dans un truc où il faut juste bouger le bras, c'est parce qu'il y a un système racial. Mais évidemment que c'est pas la tâche en tant que telle. En fait, le capitaliste, il fait pas exprès de choisir que des noirs. c'est ça. Si tu veux. Mais c'est le système en tant que tel qui fait que pour accepter ce travail, en fait, si t'es pas un migrant et que tu peux faire un autre travail, tu vas pas le faire. Quoi. Je dis ça parce qu'il y a des gens, je vois très bien le Raptor un peu faire ça avec les femmes. C'est en mode, oui, non, mais les femmes, c'est parce que elles ont des moins bons boulots, elles ont moins de diplômes ou je sais pas trop quoi, qu'à la fin, elles sont moins payées. Oui, mais pourquoi elles acceptent des boulots moins bien? Évidemment, le capitaliste dit pas, je fais cette offre de travail où il faut bouger le bras et je vais prendre que des femmes, tu vois. Il te dit pas ça. Mais à la fin, il n'y a que les meufs qui ont eu des arrêts de parcours parce qu'elles ont eu des grossesses, qui se retrouvaient dans des situations un peu plus compliquées où elles doivent aller chercher leur gamin à l'école et donc travailler sur des horaires de merde ou je sais pas trop quoi. Il n'y a que ces personnes-là qui vont accepter ce travail. Mais ce travail en tant que travail abstrait, comme tu le dis, il pourrait être fait par n'importe qui, voire il pourrait être fait par des enfants, tu vois. C'est pas du tout un souci pour le capitaliste, quoi. Et après, c'est selon comment est structurée la société. Les gens qui vont accepter ce poste ou qui vont se retrouver contraints plutôt, parce que c'est plutôt de la contrainte, ça va être un certain type de population. Bon, pas qu'on croit que ce que tu dis, c'est du colorblind, si tu veux. Bah, si tu veux, si on parle du rapport abstrait, c'est pour ça que Marx va pas en parler du tout dans le Capital, de racisme, comme fondamentalement, comme on a dit, cette abstraction-là ne fait pas partie de son champ. Mais le capitalisme n'existe pas, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Le capitalisme est un mode de production qui existe dans un environnement plus large que lui. Il a des conditions de reproduction de lui-même qui lui sont extérieures. C'est ce que ne vont pas comprendre, par exemple, les gens qui font la critique de la valeur, qui ont l'impression que le monde entier est capitaliste. Non, là-dessus, il faut lire, je le dis souvent, Alain Beer, qui a écrit une somme, je pense, vraiment fondamentale au 20e, 21e siècle sur ça. Il a écrit, avant d'écrire tout un tas sur le capitalisme concret et sa naissance, le premier monde capitaliste, qu'il appelle ça, il a écrit un livre théorique, un double livre théorique qui s'appelle La reproduction du capital, dans lequel justement il va montrer les conditions de reproduction extérieures au capital, que Marx évoque déjà. Il continue ce travail-là. Et donc, oui, le capitalisme naît dans un système déjà racialisé, profondément racialisé. Et donc, à partir de ces dissymétries-là, il va utiliser ces dissymétries raciales pour, justement, comme tu dis, hiérarchiser quel type de travail on peut faire. Et les pires sont les gens les plus extérieurs, les plus racialisés, les plus racisés, voilà. Et bien, quelque part, en faisant ça, il reproduit une certaine forme de racisme aussi, où on va avoir l'impression que telles populations ne sont bonnes qu'à faire ça, justement parce qu'elles ne font que ça. Mais c'est parce qu'elles étaient déjà en situation d'accepter les pires tâches, en situation de basse hiérarchie par le racisme précédemment. Donc le capitalisme est né du racisme. Alors je vais me dire, souvent on dit ça, est né du racisme. Non, est né dans le racisme. C'est ça, il est né dans le racisme. C'est pas forcément, le racisme aurait pu déboucher sur plein d'autres systèmes de modes de production. Il est né dans le racisme et il a grandi grâce au racisme. Voilà. Et il continue de grandir, et surtout dans ces périodes de crise, grâce au racisme. Donc, tu vois, tu fais bien de rappeler ça, que c'est deux choses qui s'entremêlent et qui créent une synthèse entre les deux, qui crée le capitalisme racial. Mais on peut analyser le racisme indépendamment du capitalisme et analyser le capitalisme indépendamment du racisme, effectivement. Mais ce que je voulais dire, plus de ça, si tu veux, c'est que ça peut... L'argument des droitards, ça va être, oui, mais étant donné que c'est du travail abstrait, un noir pourrait très bien être le PDG et un blanc pourrait très bien bouger le bras, tu vois. Pourrait. Oui, voilà. Si tu veux, dans un autre monde, oui, mais en fait, en moyenne, non, tu vois. En moyenne, ça se passe pas comme ça, quoi. Et dans un monde où les Noirs auraient esclavagisé les Blancs, tu vois, avant l'essor du capitalisme industriel, oui, probablement que tous les Noirs, tu vois ce que je veux dire, seraient PDG et les Blancs seraient ouvriers spécialisés. Mais ça, pour le coup, c'est plus de l'abstraction, c'est juste de l'imagination, quoi. A lot of people don't like my comedy. A lot of white people don't like my comedy. A lot of white people say this to me. Hey, Amir. Hey. Get on stage, you make your jokes about white people, you say white people this, white people that. What if I did something like that, huh? What if I got on stage and I said, yeah, black people are like this, Muslims are like that? You'd probably call me a racist, wouldn't you? And I say, yeah, I would. Yeah, you should never do that. That's bad for your health. They're like, well, you do that, Amir. You do that. You get on stage. You make your jokes about white people. Don't you think that's a kind of racism? Don't you think that's
Dun dun dun. Reverse racism. He said, no, I don't think that's reverse racism. Not because I think reverse racism doesn't exist, right? If you ask some black and brown people, they'll tell you flat out, there is no such thing as reverse racism. I don't agree with that. I think there is such a thing as reverse racism. And I could be a reverse racist if I wanted to. All I would need would be a time machine, right? And what I'd do is I'd get in my time machine, I'd go back in time to before Europe colonized the world, right? And I'd convince the leaders of Africa, Asia, the Middle East, Central and South America to invade and colonize Europe, right? Just occupy them, steal their land and resources, set up some kind of like, I don't know, trans-Asian slave trade where we exported white people to work on giant rice plantations in China. Just ruin Europe over the course of a couple of centuries so all their descendants would want to migrate out and live in the places where black and brown people come from. But of course, in that time, I'd make sure I set up systems that privilege black and brown people at every conceivable social, political, and economic opportunity. White people would never have any hope of real self-determination. Just every couple of decades, make up some fake war as an excuse to go and bomb them back to the Stone Age and say it's for their own good because their culture's inferior, and then, just for kicks, subject white people to colored people's standards of beauty, so they end up hating the color of their own skin, eyes, and hair. If, after hundreds and hundreds and hundreds of years of that, I got on stage at a comedy show and said, hey, what's the deal with white people? Why can't they dance? That would be reverse racism. Donc je reviens à ce que je disais, il faut bien comprendre que le capitalisme robotise et mécanise les humains, et ce qui fait partie de l'aliénation, hein, mais vraiment au sens collectif, c'est-à-dire c'est ce qui permet à l'exploitation de mécaniser votre tâche et de lui mettre de l'argent derrière. Tu sais, c'est Moss Majorum qui dit « lui, il fait ça, ça vaut 20 €. Mais tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, ça, c'est pas naturel, c'est toi qui le... Tu vois, c'est arbitraire, tu vois. Enfin, c'est arbitraire, c'est pas lui, Moss Majorum, qui décide, c'est, comme dit Marx, l'état des forces sociales, et que à peu près partout, chez les concurrents, on voit 20 €, ça se normalise comme ça, tu vois. Eh bien, d'abord, il va mécaniser, robotiser, et par le développement, la plus-value qu'il capte à faire ça, une fois que les humains sont réellement des robots, et bien là, il achète vraiment des machines, c'est-à-dire il transforme le travail vivant en travail mort, en machine, ce qu'on appelle en capital, hein, les machines font partie du capital, et donc à la fin, il vous robotise. Et comme tu le dis, et ça c'est très très important, très 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 important, en Chine, la majorité de ces tâches-là sont de plus en plus faites par des robots. Pourquoi ? Parce que la Chine est un stade de développement productif plus avancé, et donc ils ont les moyens d'investissement et de plus-value pour transformer ces tâches-là et donc les rendre encore plus performantes par des robots. Et l'état des forces capitalistes en France et dans l'Occident les rend incapables, à cause de la crise, de transformer ces tâches-là par des robots. Donc, vous allez voir, ils vont sur-intensifier, surpresser le citron de l'humain, le sur-robotiser, le sur-mécaniser pour continuer d'en extraire de la valeur, alors qu'il n'y aurait qu'un moyen de pouvoir en extraire plus, c'est justement d'en finir avec ces tâches robotisées par des humains et de les faire robotiser par des robots. Et ça, c'est fondamental. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà vu les usines avec des robots qui marchent toutes seules en Chine. Parce que moi, ce que je trouve incroyable, c'est que du coup, comme c'est des robots et qu'ils ont pas de vie, les dark industries, là. C'est dans la nuit, quoi. Enfin, Ouais, il c'est n'y a ça. pas de lumière parce que les robots, ils peuvent se marcher avec des ultrasons ou avec des infrarouges. Ou, infrarouges, voilà, ouais. ils n'ont pas forcément besoin d'avoir de la lumière Ou du guidage, visible ou pour du- l'humain. En fait, ce qui est fou, c'est que là, on est vraiment dans le laboratoire secret. C'est-à-dire que le truc, c'est dans le noir, c'est en train de produire sans que tu sois là. Tu vois, enfin, je trouve ça complètement fou. Bah, tu vois, ce qu'on appelle des AGV, je suis un expert en anthropogistique, donc voilà, ce qu'on appelle des AGV, les auto-guided véhicules, là, voilà, c'est ce qui remplace petit à petit. Là, on va avoir un monsieur qui est sur un KSS1, une plateforme autoportée, donc il faut un KSS1 pour faire ça, c'est voilà, c'est des KSS basiques, voilà. C'est quoi un KSS ? Un KSS, c'est un permis pour les chariots, voilà. D'accord. Donc, bah voilà, on va avoir quelqu'un qui va être traité comme un robot par le capitalisme en crise. Bon, tu dis ça, c'est son agentivité, hein. Il est là parce qu'il a accepté. Hein. Bah ouais, carrément, c'est contractuel. Il sait ce qu'il gère, il sait à quoi il joue, il sait comment se dépêtrer de la crise en étant intérimaire. Qui est-ce qui vous donne ces ordres en fait ? T'as vu déjà le. Là, je vais faire du point de vue purement physique. Le gars, déjà, il est en sueur. Ouais, mais c'est ultra violent. Je veux dire, donc le mec, il est en train de bosser, c'est tous les jours comme ça, il est en sueur. Pas à faire de l'analyse, mais il a l'air d'avoir la peau un peu colorée, tu vois, ce serait un
un immigré d'origine portugaise ou quelque chose comme ça me choquerait pas, tu vois. Alors peut-être que Mm. c'est, je suis en train de faire de la raciologie, hein, mais en tout cas, je dirais, il est pas en costard cravate, tout Ah non, blanc. non. C'est pas Maria Carolina des deux Siciles, si tu veux, le gars. Voilà, il a un morphotype d'ouvrier. Tu sens il a pas le temps d'aller à l'usine par regret du monde industriel. Tu sais, on a vu cette conne, je vais le dire clairement, sur un plateau télé dire C'est très intéressant de voir les salles de sport qui se multiplient dans toutes les villes françaises. Avant d'aller travailler, Oui, le matin. et en fait qui cultivent une vraie nostalgie de l'usine. Bon, lui, le soir, il va pas à la salle parce qu'il regrette pas l'usine. Hein. Ça risque pas. Mais bon, s'il fait des jeans en France, made in France, Marine Tondelier, elle sera contente, elle dira ça a été fait dans des bonnes conditions. C'est ça. L'ordinateur au guichet. Donc vous passez toute la journée avec un ordinateur. Voilà. C'est pas dur? Non. T'es pas obligé de répondre, de toute façon, on va arrêter, tu vas continuer ta commande. Oui. Ouais. Pourquoi on peut juste lui poser une... Ah là J'ai là. jamais t'imagines comme c'est infantilisant? Ouais, c'est trop violent. Enfin, je sais pas déjà. Non, mais rien que. Parce que vous allez voir la meuf. La meuf est plus jeune que lui. Elle le tutoie. Lui, il répond juste oui. Tu vois qu'il est obligé de fermer sa gueule alors qu'en plus, il dit rien contre l'entreprise. Tu vois. Il dit, moi, je suis. C'est pas dur, non. C'est pas. Après, ce genre de type, moi, je les connais aussi. Enfin, c'est pas dur. C'est le genre de mec qui trouve rien dur. Tu vois. Enfin, c'est le genre de type. Il a fait tous les pires boulots du monde. Bon, déjà, il a pas le droit de trouver ça dur. Mais premier degré, je suis pas persuadé que ce soit le pire boulot qu'il ait fait. Tu vois. C'est tout à fait possible que ce soit un mec qui ait fait d'autres boulots ultra dur aussi et qui se dit, ouais, le travail, c'est tout le temps comme ça, tu vois. Ah, moi, je sais que quand je commençais bon, lui, il a de fortes chances qu'il soit intérimaire. Hein, tu vois. Enfin, là, c'est la métier, ce qu'on appelle la prépa de commande, qui sont cool à faire quand t'as pas de vocal. Moi, j'ai déjà fait à l'ancienne, tu vois, parce que t'as ce qu'on appelle une liste à servir. T'as une liste, et puis on te dit qu'il faut que tu mettes ça voilà, dans la palette. C'est rangé en B14, t'y vas. C'est des tafs qui sont assez physiques quand même, parce qu'il faut. Enfin, ça dépend des entrepôts. Tu as des entrepôts où tu fais du très lourd, etc. Après, tu as eu des choses un petit peu plus pavloviennes, où tu es sur des grands tapis avec des cases. Voilà, donc ça, c'est dans des entrepôts de transstockage, où tu as deux fronts, et hop, quand ça s'allume là-bas, tu dois aller là-bas, et hop, quand tu arrives devant, c'est marqué 3 ou 4, et tu prends 3 ou 4 parce que c'est des palettes, tu vois, monobloc, voilà, et tu balances sur le tapis. Ça, c'est déjà un peu. Mais alors, la vocale, je te jure, en fait, je vais vous expliquer un truc. Moi, j'ai fait de la vocale 3 jours dans ma vie, et pourtant, j'avais fait plein je t'ai dit, de prépa de commande, et j'aimais bien ça en plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça t'empêche ton cerveau de continuer. Moi, j'aimais bien le travail, même très mécanique, très manuel, quand j'étais étudiant ou au début, tu vois, parce qu'en fait, tu fais des trucs un peu basiques, tu vois, mais ton cerveau, il est dispo, tu peux penser à autre chose, tu peux réfléchir à autre chose. Là, ça bloque, tes mains sont bloquées parce que tu dois aller vite, et ça bloque ton cerveau parce qu'il y a un truc qui te parle. T'imagines, moi, j'étais en train de, tu vois, sur la chaîne, en train de réfléchir, je sais pas, à Spinoza ou à des trucs, tu vois, non mais, tu le sais, ça, je te l'ai déjà raconté plein de fois, les gens le savent pas, tu vois, mais j'arrive. Les gens le savent ça, hein. Et vous allez voir dans les usines, il y a des gens qui sont très habitués. Souvent, c'est des femmes, hein, parce que les femmes sont très exploitées et sont très en bas de l'échelle. Voilà. Elles font des trucs, des gestes de main. Tu vois, genre dans le monde du tri, par exemple, il y a beaucoup de tri féminin, tu vois. Et elles discutent en même temps. Ouais, les enfants, ça va. Toi, t'arrives, t'es intérimaire. Elles sont là depuis 10 ans. T'essayes de faire le geste, t'es là, t'es en galère. T'en as partout, t'en as plein les mains et tout, tu vois. Et elles sont là, elles se disent, t'as regardé Koh-Lanta hier? Non, mais tu vois ce que j'ai. Moi, le truc qui ressemble le plus à ça que j'ai fait, c'est du tri sur une table de tri pendant les vendanges. Ouais, c'est ça. T'as des raisins qui passent Mm. et tu comprends pas pourquoi les gens habitués, ils vont 10 fois plus vite que toi et puis ils te parlent pendant ce temps-là. Alors que c'est compliqué comme truc parce qu'il faut regarder les couleurs. Quand tu sais pas, il faut sentir le truc. Quand tu sais pas, il faut presque goûter le C'est truc ça, pour mm. voir quel goût ça a et tout. Et puis tu sais, les gens, ils font ça tranquillou. Et je comprends que quand t'es très habitué, si t'as pas de problème musculo-squelettique et que ça te fait pas Ouais. mal, ça puisse être plaisant, tu vois, d'être avec tes collègues et tout. En tout cas, je veux dire, je pense que c'est peut-être plus agréable que dans un centre d'appel, tu vois. Alors, je vais faire ma Zoé là, mais en fait, les gens dans les usines, ils ont toujours des troubles musculo-squelettiques. C'est juste qu'ils s'habituent à avoir mal et ils disent, bah, presque limite, tu sais, moi j'avais la phrase, t'es là pour en chier. C'est genre, si t'as pas mal, c'est que t'as pas vraiment travaillé, tu vois, pour eux. Enfin, mais c'est un autre sujet. Mais comme tu dis, ils ont le cerveau un peu disponible, tu vois. Enfin, moi, je sais que c'est à la chaîne, tu discutes. Moi, j'ai fait de la découpe de volaille, tu vois. Les mecs sont là, tu sais, ils découpent de la volaille et puis genre, ils parlent de leur vie et tout. Tu vois, c'est assez. Mais la vocale, du coup, ça rentre dans ta tête. T'as un gars qui te dit 3 en B14, tu vois. Genre, là, t'es là, t'y vas, tu speed. Parce qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le système qui fait ça, c'est ce qu'on appelle des WMS.
les warehouse management systems, voilà. Et donc, c'est pas mal hein, dans l'idée. C'est des algorithmes qui optimisent les déplacements et tout. Tu vois. Mais justement, normalement, c'est pour des robots. À la fin, ça te dit à un gars, hop, faut que t'ailles en 2 minutes au B14. Tu sais, genre, il te situe, il dit, là, t'es à C17, toi, t'en chies et tout. Il faut que tu sois à B14 en 2 minutes. Si t'arrives en 2 minutes 15, le manager, il va regarder, il va te dire, ah, mais en fait, là, t'as perdu 15 secondes. Ton collègue, il a fait 400 emplacements dans la journée. Toi, t'en as fait que 320. Faut que tu te mettes un coup de collier, etc. Tu vois, soit tu peux te dire que, comme tu dis, si tu le fais faire par un AGV, un robot véhicule, ça peut être, comment dire, des forces productives extrêmement vertueuses pour l'intégralité des gens. Mais quand tu fais faire ça par des gens, c'est une violence absolue de contrôle et tu vois. Et puis, là, tu peux pas parler avec tes collègues, du coup, parce que tu tu peux parles à pas un robot et parler. tout, c'est un T'as le enfer. robot. Et comme le robot t'optimise, en fait, t'as jamais le temps de discuter et tout. C'est une violence absolue. C'est infaisable. Dans tout programme politique, c'est des choses qui devraient être interdites parce que c'est l'aliénation absolue. Il y a le travail mécanique, la répétition, mais là, on vous supprime votre tête. C'est d'une violence totale. Voilà. Ruffin, il trouve qu'il faudrait pas l'interdire, mais il faudrait enlever des cotisations sociales pour pouvoir donner une prime de 500 balles à ce mec-là, tu vois. C'est ça. C'est un travailleur essentiel. Il va continuer d'en chier comme une merde. Parce que nous, on va se bloquer. Mais on va en reparler de Ruffin, parce que c'est vraiment ça, tu fais bien de le dire. On va, nous, se fermer par rapport à la Chine, ne pas développer nos forces productives, mais donner des primes à des types qu'en Chine, qui vont continuer en Chine, mais qui auront 500 balles de plus. Vraiment, ce type est une merde, absolument. Quoi. Non, mais faut qu'il continue et puis. L'attaché de presse de l'entrepôt qui nous surveille. C'est bizarre, elle est plus blanche, elle a plus une tête d'Agnès Pannier-Runacher, tu vois. Tu sens qu'elle, elle a pas fait 400 emplacements juste avant. Hein. Elle gagne 3 fois son salaire, elle a fait... 3 fois Non. Elle est attachée de presse de l'entrepôt. Déjà, moi, je te le jure, j'en ai fait plein des entrepôts. J'ai jamais vu une attachée de presse de l'entrepôt. Faut vraiment être dans des boîtes. Alors, je sais pas, gilet bleu. Je sais pas si c'est un gilet corporate. Parce que gilet bleu, c'est rare, tu vois. Non, c'est gilet. Mais je sais pas, peut-être ils sont dans un entrepôt à Action ou un truc comme ça. Tu vois, les couleurs, je sais pas ce que c'est comme entreprise. Mais attaché de presse de l'entrepôt, t'es déjà du consortium mondial, quoi. Tu vois, c'est pas le petit entrepôt local, voilà. En plus, elle est... Enfin, sincèrement, c'est sûrement quelqu'un qui a fait des études business, je sais pas trop quoi. Ah oui, c'est voilà, sûr. tu vois. Et elle est pas fine, hein. Parce qu'il y a une caméra. T'as ton gars qui est en train de dire non, j'en chie pas et tout, ça va. T'es à côté de lui. Déjà, t'es à côté de lui, ça lui met la pression, il va pas te dire de conneries, tu vois. Mais l'arrêter comme ça en disant non, retourne travailler, machin, on va arrêter l'interview, ça donne une vieille image du coup à ton entrepôt, ça fait vraiment la censure, quoi. Pour le coup, tu vois, c'est ça qui est fou. C'est que tu sais même pas si la personne, en fait, elle est violente au quotidien. Attachée de presse, ça se trouve, tu la vois jamais. Mais là, Sûrement, tu la vois jamais. Ouais. tu vois, elle est peut-être très sympa au quotidien, tu vois. Mais là, elle est sur un moment de concurrence au travail et de légitimation de son poste. Là, elle est payée, elle se rappelle sa fonction de cadre au sens d'encadrant et de surveillance. Tu vois que ça ne fuite pas. Et là, du coup, elle redevient sa fonction, c'est-à-dire de faire fermer sa gueule à un gars qui pourrait dire les conditions détestables dans lesquelles ils sont traités. Tu vois, ça se trouve, la meuf est sympa au quotidien, tu vois, mais là, face à la caméra, elle était obligée d'être conne. C'est paradoxal, tu peux te dire, normalement, t'es con, puis tu te caches. Eh ben non, parce que sa fonction à elle, c'était de faire fermer sa gueule à ce gars-là pour pas montrer les conditions déplorables dans lesquelles on l'exploite, quoi. Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que tu parlais du contrat racial de Charles Miss, et tu disais le contrat racial et la manière avec laquelle on traite les personnes racisées, ça permet aussi de dire aux Blancs, vous pourriez être traités pareil. Et j'ai l'impression qu'il y a aussi cet enjeu-là, tu vois, pour ce genre de meuf, tu vois, de lui dire, en fait, tu pourrais être à la place du gars, tu vois. Toi, t'es attaché de presse, là, ça se passe bien, tu vois. Mais la dureté du monde et l'exploitation, ça permet aussi de dire, ouais, aujourd'hui, tu vois, tu gagnes 4000 ou 6000 ou je sais pas quoi. Tu pourrais gagner 1005 comme ce type-là et puis te casser le cul avec un robot qui te parle, tu vois. C'est ça. Et il y a une réelle violence, une réelle pression, en fait. Il y a cette menace-là, c'est pour ça que je te dis qu'elle est obligée de faire ça. Parce que si ça lui tombe dessus, il y a vraiment des mecs qui vont te dire ça, qui vont te dire non seulement tu vas être viré, et en plus, on va appeler tout le réseau des DRH, des machins. Je te jure que tu ne retrouveras pas de taf. Non, mais vraiment, tu as des gens, des grosses boîtes, des consortiums, ils font ça. C'est vrai que dans ces consortiums-là, en plus, ça marche pas mal sur le fait qu'on te connaisse, avec les LinkedIn, des trucs comme ça. Moi, tu vois, je connais pas trop ça parce que je suis dans le corps médical. Je veux dire, les gens, ils ont besoin de médecins un peu partout. Il n'y a pas énormément de concurrence, si tu veux, étant donné qu'il manque de médecins. Tu vois. Par contre, attaché presse,
je pense qu'il y a une concurrence de 500, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des études qui peuvent donner voilà, le fait d'être cadre, un peu DRH, attaché presse, machin, tu vois. Et en fait, il n'y a pas beaucoup de postes et les postes sont plutôt bien payés, tu vois. Donc, tu as quand même intérêt à avoir une bonne répute. Hein. Ouais, c'est ça. Mais en plus, le monde du recrutement de managers, cadre manager, c'est un monde tu sais, qui se fait beaucoup par des cabinets de consulting. Tu vois, où c'est des boutiquiers qui font ça, tu vois. Donc en fait, comme les mecs, ils ont des contrats avec leur cabinet de consulting de recrutement, bah, tu sais, les très grosses boîtes, ils vont dire non, mais machin, c'est grillé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est hop. Et donc, bah, là, tu peux vraiment mettre la pression à quelqu'un de dire Agnès, machin, là, ça se passe bien, hein, les vacances à Avoriaz, là? T'as vu ce que t'as fait, là? Bah, tu vas aller pointer au chômage. Et on sait qu'on est dans un univers de crise. La crise est moins importante sur les cadres qui ont eu beaucoup de salaires à un moment donné et qui ont trouvé plein d'essors. Mais maintenant, les salaires, en fait, se compriment chez les cadres de manière très importante. Pourquoi? Parce qu'ils sont prêts à tout accepter sans jamais se battre, parce que la crise les menace aussi de plus en plus. Veille depuis le début du tournage s'interpose. Oui, je sais, mais on peut pas. Ils sont pas habilités en fait à répondre aux questions. Ils sont pas- mais elle parle vraiment comme si c'était des chiens, tu sais. Il y a aussi une situation, et c'est pour ça que je remets le parallèle avec le racisme, surtout que c'est possible que ce mec soit un peu racisé, tu vois. On croirait qu'elle parle de primitifs, tu sais, qu'elle a découvert des aborigènes, tu vois, elle est blanche, elle arrive, non mais ils sont pas habilités, bon Alors, ils c'est- meurent pas, mais il faut pas trop qu'ils parlent quand même, tu vois. Paradoxalement, tu vois, toi, tu essaies de faire rendre, ils sont pas capables. Mais je trouve ça pire de dire habilité. C'est qu'en fait, là, ils sont capables de parler de leur travail, mais ils ont pas le droit de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas habilités. Je trouve que, tu vois, genre, elle aurait dit un truc comme ça, tu dis très, comme tu dis, animalisant ou infantilisant, ou tu vois, en disant. Non, non, mais là, il a trop de boulot, il est pas capable, et puis, je sais pas, il parle pas la langue. Tu vois, elle s'en serait sortie par quelque chose d'un peu objectif et naturalisant. Là, c'est hyper arbitraire. Il y a un gars, il est prêt à parler de son boulot, elle a commencé à parler, elle dit, il n'est pas habilité. Ça veut dire, il sait, il peut parler, mais il n'a pas le droit de le faire. C'est vraiment dans le cadre de fou, quoi, tu vois. Ouais, et le mec le met dans le tweet, d'ailleurs, c'est chez Action. Hein. Et ben voilà, tu vois, c'est... Il y a des règles, voilà. Des règles, ouais. Il y a des règles qu'on peut pas. Bon, ça vous plaît Mais comme voyez- métier? Oui, très bien, oui. oui. Non mais il est... Ma théorie se renforce. Il n'est pas français, d'origine francophone, tout ça. Et elle lui dit ça vous plaît comme métier, elle répond oui, très bien, oui. C'est pas une tournure très française. Peu importe. Hein. T'as aussi, moi, je l'ai vu en ruralité, des gens qui ont... Ou alors il a pas trop écouté la question, mais est-ce Non, que mais ça je vous veux dire, plaît? Tu réponds pas très parlais- bien, tu vois. tu Ça parles- veut rien dire. Tu parlais de l'école aujourd'hui, tu as aussi plein de populations, je veux dire, françaises, comment dire, déscolarisées très vite, qui vont s'habituer à faire ces métiers-là, qui sont enfants de gens qui font ces métiers-là. Enfin, tu vois ce que je veux dire, et qui font que tu as un rapport à la langue, un rapport qui est limité, tu vois. Donc, mais oui, t'as raison. Après il peut être en stress Non, aussi non, dans la meuf et Il tout. peut être en stress aussi, mais tu as raison de le dire, parce que, enfin, il faut le rappeler. Aujourd'hui, ces métiers-là, c'est là où on a le plus d'intérimaires. Et donc, en fait, c'est là où on a le plus de retour à nous, tu sais, ce qu'on appelle le salariat archaïque, tu vois, le tâcheronnage, quoi. Le travail intérimaire, c'est ce qui ressemble à le plus du tâcheronnage. Alors, on a industrialisé le rapport, c'est-à-dire entre trouver des tâches à faire et puis les entreprises. Avant, au 19e siècle, les gens venaient directement devant les usines. Là, vous allez vous faire employer par un gros employeur qui va vous trouver des tâches, et c'est des sociétés intérimaires. Peut-être demain, il y aura des auto-entrepreneurs d'eux-mêmes qui viennent faire de la vocale dans les... Voilà, peut-être que ce sera un moyen de fuir le salariat et que ce sera vraiment très positif d'avoir des auto-entrepreneurs qui viennent se pointer directement dans des entrepôts logistiques. Je suis pas sûr. Voilà. Mais voilà, on a un salariat archaïque et effectivement, le taux de gens racisés dans les boîtes intérim qui vont faire des tâches basiques comme ça, il dépasse largement le taux de racisation de la société. Tu vois, il y a une surconcentration des gens racisés et beaucoup de gens immigrés. Hein. Pour le coup, c'est pas des racisés français, c'est aussi beaucoup de gens immigrés. C'est aussi pour ça qu'on les voit dans d'autres tâches les plus violentes de tâcheronnage, qui sont aussi de la logistique, les Uber Eats, etc. Tu vois, voilà. Ah oui, oui. Non mais c'est pour ça que je dis ça, c'est pas pour enlever la nationalité aux gars, hein. C'est pas ça. Non, mais j'ai compris. Non mais c'est que moi je vois très bien les gars genre à la Ruffin qui te disent il faut garder l'industrie en France, mais qui de l'autre côté ont un discours de merde sur le racisme. C'est-à-dire à la fois ils disent ouais à ce gars-là ouais t'inquiète on va te donner une prime, mais de l'autre côté ils participent au système qui font que ces mecs ont des boulots de merde, tu vois. C'est quand même important. De l'autre côté, il a piscine, quoi. Ouais, non, mais t'as raison. De le pointer du doigt, tu vois. Oui, c'est assez distrayant comme travail, oui. Tu penses qu'il y a eu des éléments de langage par la boîte avant que les journalistes arrivent? Après, tu sais, c'est, je sais pas depuis combien de temps il est là, le gars. Tu vois, ça se trouve, il est là depuis 2 jours.
Parce que je te dis, c'est beaucoup d'intérimaires. Personne fait ça 40 ans de sa vie, faut être honnête. C'est insupportable. Donc il y a des gens, ils font ça 2 jours, ils disent « Ah, c'est marrant !» C'est marrant la vocale, tu vois. Puis à la fin, t'en as plein la tête et tout, tu vois. Peut-être qu'il y a eu des éléments, mais peut-être que le gars, il va dire « Ah, bah tiens, ça me change. Avant, peut-être qu'il faisait des exercices de force, ou tu vois, où il était routier, ou j'en sais rien, tu vois. Peut-être ça le saoulait. Et là, il va peut-être se dire « Ah, c'est marrant au départ, pas besoin de réfléchir. » On a ces trucs-là quand on est intérimaire. Ouais, je prends mon cash, voilà. C'est distrayant. À la fin, tu fais ça 1 semaine et tu deviens dingue, quoi. Et parler à un ordinateur toute la journée, c'est pas fatigant? Oh, on va y aller. Oui. Tu peux continuer. Merci. On va Alors, y aller. elle essaie par contre. Elle essaie si c'est fatigant ou pas, tu vois. Je pense que là, elle connaît déjà la réponse. Non, mais, Merci François, c'est gentil. Alors, c'est... Voilà, François. Je suis en train de me faire des bugs qui s'appellent François, en fait. Je suis en train d'être des bugs de Non, A mais à moi- Z. Je trouve que ça ressemble, je te dis, à des intérimaires natifs classiques, quoi. Tu vois, des gens, je te dis, déscolarisés à 15 ans, 14 ans, et qui font que ça, quoi. Merci François, hein, c'est gentil. Merci, au revoir. C'est gentil, François. Putain, j'arrive à tarter, là. Zoé, elle adore ce genre de meuf. C'est... Ah bah Zoé, ça y est, on a empêché Zoé de faire cette capsule parce que sinon elle trigue direct. Mais non, tu vois, elle sait la violence que c'est. Elle n'a pas le droit de répondre parce qu'elle a forcément les taux, ce qu'on appelle les taux d'absentéisme, les taux de rotation sur ces postes-là. C'est des gens qui sont pas en CDI et qui restent quelques mois, quoi. Je te dis, c'est impossible de tenir, d'avoir un CDI ça pendant 15 ans, quoi. C'est insupportable. Pas de questions sur les conditions de travail des salariés. Apparemment, le secret fait partie du business model. Le gars qui a posté ça, il a aussi posté sur Lidl, donc si tu veux, on peut se mater. Mm. On peut se mater. Je voulais rebondir sur le secret fait partie du business model. Et tu l'as dit, on est sur Action, un discounter. C'est-à-dire quelqu'un qui... On est tous allés chez Action, voilà. Et je le rappelle, hein, vous n'êtes pas responsable de l'exploitation de François quand vous allez acheter un truc chez Action. C'est un système général. Vous êtes vous-même sûrement paupérisé par d'autres tafs de merde comme François et vous n'avez pas le choix d'acheter un chargeur à 3 € plutôt qu'à 40. Voilà, bref. Mais elle dit le secret, ça fait partie du business model. Là, on est dans Marx, le laboratoire secret de la production. Seuls les gens d'Action, les contrôleurs de gestion, les financiers savent comment ils peuvent vendre des choses aussi peu chères. Et comment on fait pour vendre des choses aussi peu chères? Eh ben, en faisant en sorte que chaque étape soit payée le moins cher possible. L'achat en masse des produits, le transport, et à un moment donné, leur approvisionnement dans ce qu'on appelle le retail, tu vois, le détail dans les magasins. Voilà ce que fait François, là, il approvisionne voilà, d'un entrepôt au retail. Et donc, et ben là aussi, c'est pareil, il faut payer le moins cher possible et donc surexploiter François. Putain, mais j'ai envie vraiment de faire un épisode par discounter, hein, c'est n'importe quoi. Là, l'extrait, on va le voir en direct. Là, vous aurez le droit à 2 discounters par épisode. Et je pense qu'il n'y a même pas que les discounters. Hein. Je pense que tu peux prendre même des marques Oui, tout. normales, Moi, Carrefour, quand j'ai fait de la Auchan, vocale, Leclerc. Je pense que c'est un peu la même. Mais... Quand j'ai fait de la vocale, c'était en GMS, hein, enfin en grande et moyenne surface, donc pas un discounter. Alors tu sais que, je vais pas le nommer, mais voilà, bref, c'était pas un discounter. Tu sais que Lidl veut changer son image de marque et qu'il veut plus qu'on le considère comme un discounter, mais comme une grande distri comme Carrefour, Système U, voilà. Et il attaque les gens qui le référencent comme un discounter. Il attaque ses fournisseurs qui le renseignent comme un discounter dans leurs échanges, etc. C'est des grands malades. Ah ouais. Là, ça s'appelle... L'extrait s'appelle « Viré pour 145 colis par heure », point d'interrogation. Tu vois, 145 colis par heure, ça veut dire il fait plus d'un colis toutes les 30 secondes, le gars. Mais tu vois, c'est ce que je t'avais dit tout à l'heure. Il compte ton nombre de colis ou ton nombre d'emplacements dans l'entrepôt. Mais je te dis, je connais ça par cœur. Oh, la folie, quoi. Et chez Lidl, il y aurait aussi les coups de pression des responsables. Les plus anciens nous mettent en garde. Ils vont faire ça, te venir te casser le cou tout le temps. Ouais. Faut monter. Imagine, nous on était 10 personnes. Il y a le truc de FO derrière. Ouais, il y a ce que j'allais dire, il y a le truc de Force Ouvrière derrière. Donc, je sais pas si Force Ouvrière est premier chez Lidl, mais t'imagines le délire de se syndiquer quand t'es chez Lidl, quoi. Ouais, de te prendre une espèce de pression dans ce genre de truc. En plus, ça doit tourner tout le temps, donc ça doit être hyper compliqué de garder des collègues syndiqués et tout. Ça doit vraiment être un enfer. Lidl, c'est des ouf. Sérieux? Il faut arrêter. Pour le coup de pression, il semblerait que ce soit justement notre tour. On pose? On va là-haut? Ouais. Allez, impeccable.
Le chef nous invite dans son bureau. Raphaël entame la 4e semaine de sa période d'essai. Déjà, t'as l'impression que la pause, même la pause, c'est dicté par un gars et tout, vraiment de manière ultra carrée. Genre, t'as 30 minutes de pause sur. C'est quoi, c'est ce qui est légal, c'est 30 minutes pour. C'est 7 20 heures de travail, un minutes truc toutes comme les 5 heures. ça. Ouais, mais c'est un enfer, tu vois. C'est ça. Et si en plus, c'est le mec qui te dit où tu dois aller, ce que tu fais et que tu dois être avec lui, c'est trop chiant. C'est ça. Mais ce qui est une folie là, c'est que t'as vu, il a dit 4e semaine de période d'essai. Mais genre, mais pour un ouvrier spécialisé, un employé de base, normalement c'est 2 semaines. Donc là, soit ils lui ont fait un renouvellement de période d'essai, c'est des chiens de fou quoi. Tu vois, soit ils ont un accord d'entreprise qui met genre pour des employés de base 1 ou 2 mois de période d'essai, c'est un scandale. Surtout qu'il faut voir combien de temps les gens restent en moyenne, parce que si les gens ils restent en moyenne 4 mois et que t'as 1 mois de période d'essai. Mais non, mais en fait, ça sert à quoi? Ça sert à ce que les mecs les virent sans augmenter la période d'essai. Tu peux te séparer de l'employé sans devoir verser bien sûr. d'indemnité. Voilà, donc ils font ça exprès, quoi. Mais tout ça, je te dis, vraiment, tout ça, ça doit être au cœur d'un programme politique de transformation. Je suis désolé, mais il faut en parler de ça, mais il faut revenir sur le fait. Et là, que tu vas avoir du vote populaire. Hein. Si les mecs, tu leur dis, ouais, on va baisser les périodes d'essai et tout, là, tu auras du vote de ces gars qui votent pas, en fait. C'est ça. Des gens qui sont. Et période d'essai, mais moi je vous le dis, ça n'existe plus. Et encore moins pour les travaux d'employés intérimaires, etc. La période d'essai n'existe pas si vous voulez vous séparer de quelqu'un qui ne fait pas l'affaire. Par définition, tu ne peux pas faire l'affaire. Personne ne peut savoir, comme on disait tout à l'heure, les gestes de quelqu'un qui est là depuis plusieurs mois. Enfin, c'est inhumain de demander ça à quelqu'un. Donc, par définition, personne ne devrait avoir de période d'essai pour ses tâches les plus subalternes. Là, par exemple, tu as François Ruffin qui parle des métiers essentiels. Ben voilà, on va lui demander, est-ce que tu es pour, François Ruffin, supprimer toutes les périodes d'essai pour les métiers essentiels dont tu parles? Voilà, on va regarder. Son supérieur a rassemblé toutes ses cadences depuis son arrivée. Il pointe ses résultats de la veille, 145 colis par heure. Alors, je me mets à côté de vous. Mais c'est sa pause. Attends, pourquoi sa pause? T'imagines, t'es en pause et le gars il te sort tes cadences et tout. C'est n'importe quoi. C'est pas une pause, ça. Je veux dire, d'où le mec il fait ça sur ta pause? Non, mais c'est. C'est un chien, mais de fou. C'est interdit, quoi. Il fait ça devant une caméra en plus. Ça, par contre, je veux plus le voir. L'objectif de la prod pour un préparateur confirmé, c'est 250. Le responsable 250 colis à l'heure. Putain, ça fait un colis toutes les 15 secondes, quoi. C'est une folie, ouais. fait comprendre à Raphaël que cette mauvaise performance pourrait compromettre son embauche définitive. S'il faut un petit peu plus mouiller le maillot, c'est maintenant. Celui qui veut son CDI, bah voilà, il y a un moment où on doit montrer aux gens aussi ce qu'on vaut. Okay. Ça marche? Ça marche. T'imagines, mais être manager et tout, mais quel job de merde, quoi. Quelle merde, le gars, mais t'imagines faire ça et rentrer chez toi le soir et être payé 2 fois plus que le gars qui t'a dit qu'il fallait trimer et tout, mais... Ouais, mais c'est souvent, tu sais quoi, c'est des souvent anciens préparateurs. c'est des anciens préparateurs. C'est des Ouais, capots, c'est comme les quoi. matons, c'est comme les surveillants en psy. Historiquement, c'était ça, les surveillants en psy. C'était des gens qui avaient été en psychiatrie pendant longtemps et qui passaient infirmier psy. Historiquement, c'est cette fonction-là, tu vois. Donc, c'était dans tous les systèmes qui sont des systèmes de contraintes. Ouais, c'est ça. Ça marche souvent comme ça, en fait. Ouais, bien sûr. Les gens étrangères, enfin voilà, il y a souvent des gens des choses comme ça. T'as des rares personnes qui, quand ils accèdent, ils essayent de transformer ce qu'ils ont subi. Et puis t'as des gens qui ont accumulé les règles de c'est comme ça que ça se passe, j'en ai chié, donc je vais faire chier d'autres. Parce que du coup, ça va équilibrer le truc, tu vois. Et puis, il y a encore ce truc, ce parallèle au contrat racial que j'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que le mec sait qu'il peut retomber là-dedans aussi, tu vois. Exactement. Donc, il est manager, lui, il s'en bat les couilles. Il se dit, bon, moi, j'ai eu un manager qui m'a cassé les couilles quand j'étais préparateur. Maintenant, je fais la même, quoi. C'est ça. Et puis, j'ai pas envie de retourner à la vocale, donc, bah, maintenant, c'est un autre qui va en chier, quoi. Et paradoxalement, moi, je le sais, mais... ça m'a donné beaucoup d'expérience et d'envie de transformer les choses, mais il y en a plein d'autres, hein, je ne suis pas le seul, mais il y a plein d'autres gens qui soit ont envie de se barrer complètement, et ça finit souvent comme ça. C'est aussi pour ça que le capitalisme vous donne des portes de sortie, là, l'auto-entrepreneuriat, qui sont pires, voilà, mais on vous donne l'illusion de l'autonomie, et c'est encore une pire saloperie à l'échelle collective. Mais vous avez fait une super capsule là-dessus, je ne vais pas rebondir. Et tu as aussi voilà, les gens qui considèrent que c'est normal, et que l'équilibre, c'est que quand t'as subi, tu sais, c'est sadomaso, quoi. Quand t'as été. C'est beaucoup ça en médecine, tu sais. C'est c'est normal que tu te fasses cracher à la gueule et tout. Moi, j'ai subi ça. Et ouais, tout le monde a subi ça et tout. Moi, il y a des mecs.
Tu sais, genre, tu prends ton repos de garde et ils disent ouais, mais à mon époque on le prenait pas. Tu sais là, ouais, bah je sais pas si à ton époque on appliquait pas le code du travail, tu vois, enfin le code de la santé pub, tu vois. Enfin, C'est ça. n'importe Et comme quoi, si tu vois, t'es- genre, les mecs te disent ouais, moi à mon époque j'en ai chié, j'étais un esclave, donc faut que tu sois un esclave, tu vois. Bah non. C'est en ça, fait, tu vois. c'est intéressant. C'est comme si justement, pour être légitime, fallait avoir galéré, quoi. Fallait avoir été violenté. C'est ce que nous on dit souvent. Toutes ces méthodes-là fabriquent de l'exploitation pour les rares postes qui restent et fabriquent énormément de capital. Et en plus, tu sais, on en a parlé, c'est un autre truc, hein, mais t'avais bien senti le truc avec tes intuitions pas dues, là, fulgurantes. Ça crée de la désespérance chez le salariat. Tu vois, ça rend son quotidien de travail insupportable et donc cette envie de ne pas en parler, de ne pas se l'approprier, de le fuir, tu sais. Et c'est ce double truc, c'est de survaloriser le travail pour une minorité de gens capables d'être ultra exploités par la bourgeoisie et en même temps de le rendre détestable pour la majorité, qui fait que en fait, à la fin, ce n'est que la bourgeoisie qui a la main dessus. C'est elle qui en parle. C'est elle qui dit qui est bon, qui est mauvais. C'est elle qui dicte les règles. Et les masses ne veulent plus travailler. Normalement, ne veulent plus être salariés. Pourquoi ? Parce qu'elle l'a rendu détestable. Le fait que le travail soit insupportable fait partie de l'exploitation. Quand vous détestez le travail, vous êtes encore aliéné par la bourgeoisie. Voilà. Ce que la bourgeoisie ne veut pas, c'est que vous puissiez aimer le travail collectif et vouloir vous le réapproprier sans elle. Ça, c'est ce qui la désespère, quoi. Et c'est pour ça qu'il y a toujours eu dans l'histoire du mouvement ouvrier non pas la valorisation de la force de travail, de se réaliser par le travail, mais de dire nous fabriquons le monde collectivement, les usines sont les nôtres, le travail est le nôtre, le collectif est le nôtre. Et C'est la belle histoire de la CGT aussi, quand C'est ça. anarcho-syndicaliste, quand au début, tu vois, le projet vraiment avec la double besogne et tout, c'était de se dire demain, en fait, la CGT peut faire tourner le pays. C'est-à-dire que les gens qui sont des salariés Exactement. syndiqués, conscients et tout, sont partout dans l'appareil de production et peuvent le faire tourner et se le réapproprier. Et c'est pour ça, des fois, que nous, on lutte aussi avec Zoé contre les syndicats corporatistes. C'est pas ça le but des syndicats corporatistes, c'est de garder des, entre guillemets, des privilèges, même si ça n'en est pas forcément, tu vois, mais de garder des choses pour certaines petites classes, certains petits sujets collectifs, les profs, les médecins, les infirmiers, je ne sais quoi, tu vois, plutôt que de se dire demain, on fera tourner la société sans être exploité, tu vois. C'est pas du tout le même projet en fait, tu vois. Et ça, c'est important. Mais je voulais revenir sur le fait que tu disais, ouais, souvent il y a des gens qui reproduisent la violence qu'ils ont vécue, mais moi j'ai vu en fait les gens souvent qui reproduisent pas, c'est aussi des gens qui ont une certaine aisance. Je vais prendre l'exemple du sport, tu vois. Moi j'ai beaucoup vu en faisant des sports de combat, tu vois. Les gens qui sont très bons, c'est pas des gens qui vont aller bisuter les jeunes qui débutent, tu vois. Par contre, les mecs qui en ont un peu chié, tu sais, qui sont pas très bons mais qui ont beaucoup travaillé, tu vois, eux souvent ils sont dans ce truc de ah, moi j'en ai chié, je vais faire chier les autres, tu vois. Mais ceux qui sont au-dessus, tu vois, ceux qui sont vraiment ultra sûrs d'eux-mêmes parce qu'ils sont très bons, tu vois, en général ils vont pas te faire vivre un enfer parce que t'es débutant, tu vois. Et j'ai vu ça dans le sport, mais j'ai vu ça même en médecine. Moi j'ai toujours eu l'impression que les professeurs de médecine, tu vois, ceux qui étaient le plus sympas, c'était ceux qui étaient en réalité ceux qui avaient le plus d'aisance et qu'on avait le moins chié pour devenir professeur de médecine, tu vois. Et Bien ceux sûr. qu'on avait vraiment chié de fou et tout, ils avaient plus envie de mettre en place un truc autoritaire où ils te cassent un peu, tu vois. Ils sont vindicatifs, quoi. Ils se vengent ou ils reproduisent les choses, effectivement, parce qu'ils sont aliénés. Et dans l'aliénation, il y a cette double, voilà, cette aliénation que on ne peut comprendre qu'intellectuellement, qui est l'exploitation collective de la classe, c'est-à-dire le fait qu'elle produise sans avoir. Et puis, tu as ce qu'on appelle l'aliénation un peu au sens classique du terme, c'est abêtissement, tu vois, c'est-à-dire cette façon de reproduire les règles parce qu'elles ont toujours été comme ça, quoi. Ouais. Pour rester chez Lidl, Raphaël va donc devoir mouiller le maillot et porter encore plus de colis. On va faire du truc pour bon. On va peut-être s'arrêter là. Je passe par un mot de la fin. Bah tu vois, il doit redoubler de force de travail. Et c'est ça En la plus, force c'est sûr que c'est parce qu'on parlait de l'Union soviétique, les gens disaient oui, machin, le stakhanovisme et tout. Qu'est-ce que c'est là, tu vois? Je suis sûr qu'en plus le gars il lui sort des objectifs qui sont faux, tu vois, des objectifs qui sont même pas les vrais objectifs en disant non mais un mec normal il fait 800 colis par heure et tout. Non mais en fait ils font des fois des pics. Tu sais, ils utilisent. Il y a un gars qui a réalisé un jour 677 colis. Bon, il est mort. Tu sais, genre... bon, il est mort, mais ça reste le record, ça reste la base, comme ils appellent ça, la baseline, tu vois. Et donc, mais vraiment, ce qui est intéressant, c'est que on voit exactement là ce que Marx a décrit, qui est passionnant. Ils achètent de la force de travail abstraite, de la force de travail musculaire ou de se déplacer dans des rayons. Ça, c'est bidon, c'est abstrait, on l'a dit tout à l'heure, c'est large, c'est vague. Et ils la concrétisent dans une tâche valorisable. En fait, c'est 400 colis à l'heure. Voilà. Et si tu fais 300,
tu mérites pas d'être acheté. Si tu fais 500, bah tu mérites d'être acheté. Et en plus, c'est cool parce que tu seras quand même payé à 400 alors que tu as fait 500, tu vois. Mais tu sais, moi j'ai vu des témoignages sur TikTok notamment par rapport à ça, de gars chez Amazon et tout. Et ce qu'ils disaient, c'est que l'enfer dans ce truc-là, c'est que toi, t'arrives et tu as envie un peu de flemmer et tout, parce que t'es juste là pour prendre ta thune. Tu fais, je sais pas, 200 colis à l'heure. Et en fait, ils disent, il y a des daronnes, tu vois, qui sont là et qui n'ont pas d'objectif de vie. Elles font 350, tu vois. Et tu dis, tu comprends pas pourquoi ces daronnes, elles se tuent à la tâche et tout. Et c'est elles qui sont tout le temps employées du mois, machin. Et Amazon, ils te donnent des cadeaux aux meilleurs. Il dit, les cadeaux, c'est genre une batterie externe, tu sais, ou des cadeaux de merde, tu vois. Mais t'as raison, mais c'est des vieux trucs. Et parce que les gens, ils sont à... Et c'est aussi ça, hein, nous, quand on dit qu'on veut changer le régime d'accumulation et distribuer la propriété privée aux travailleurs, c'est aussi pour éviter que les gens leur mettent la pression, la banque va reprendre ta maison, tu vois, enfin, parce que tu payes pas les traites, quoi, tu vois. Donc les gens, ils sont là-dessus, ils se disent, bah ouais, mais moi j'ai les gamins qui rentrent au collège, faut payer les cartables, les fringues et tout, je peux pas me permettre de partir au chômage. Faut savoir que les gens qui font ces métiers-là sont payés, je sais pas, peut-être, allez, ils ont peut-être des heures de nuit et tout. En plus, les entrepôts logistiques, telle action et tout, c'est ni au froid ni au chaud, donc t'as pas ce genre de prime. C'est des gens qui vont faire peut-être 1006, 1007 avec 2-3 primes panier, enfin, tu vois, jour-nuit. Ah, mais voilà. Ruffin, il veut Voilà. mettre une prime à ces gens-là. Donc, ça... Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ben oui, effectivement, se retrouver au chômage, c'est perdre 200-300 euros. Oui, bah quand vous perdez 200-300 euros à partir de 2005, ça va encore. Quand vous perdez 200-300 euros et que vous êtes à 1007, bah c'est plus possible, vous mangez pas, quoi. Voilà. Ouais, bon, on va s'arrêter là. Sur ce, n'hésitez pas à nous rejoindre pour notre campagne anti-impérialiste. Ça se passe sur le Telegram On ne veut plus, ou ça se passe si vous avez déjà eu des affiches directement avec nous. Si vous voulez des affiches pour la campagne du printemps anti-impérialiste, n'hésitez pas aussi à aller signer la pétition qu'on a lancée avec d'autres organisations. C'est en lien en description sur la campagne anti-impérialiste et contre la guerre. Actuellement, en plus... il y a tout un tas de lois, de budgets militaires qui passent, dont on n'entend pas forcément parler, alors que c'est super important déjà parce que ça nous coûte de la thune et parce que ça peut nous mener à la guerre mondiale. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne, à nous aider sur le Tipeee pour nous soutenir. On rappelle qu'un don permanent est ce qui nous soutient le plus. Vaut mieux un don permanent un peu plus petit qu'un gros don d'un coup parce que ça nous permet de planifier. On aime la planification et la logistique dans la brèche. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens.